Je me rappelle, ouais, un objet à Paris que j'ai dû aller chercher, coûtait beaucoup d'argent. J'ai dû le payer petit à petit et quand j'ai fini de le payer, je suis allé le chercher à Paris. Je suis allé dans mon hôtel. J'ai mis l'objet sur la table de nuit et je l'ai regardé pendant des heures et je rêvais. Chaque objet d'art a une histoire à raconter, une histoire qui devient mythe, un mythe qui devient légende. Bienvenue dans Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Ici, vous entendrez les voix de celles et ceux qui le font vivre. Galeries, experts, collectionneurs, maisons de vente. Partez pour un voyage unique, où la tradition et le savoir-faire riment aujourd'hui avec l'innovation digitale et technologique. De nouveaux enjeux rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Venez avec moi, je suis Borna Scognamiglio et ça, c'est Rosso Antico. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rosso Antico. Vous avez été très nombreux à écouter l'épisode précédent et je voulais vous remercier pour vos messages et votre fidélité, car ça fait toujours chaud au cœur de voir cette communauté passionnée grandir autour de notre podcast. Avant de vous présenter notre invité du jour, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Rosso Antico en vous abonnant et en laissant une note ou un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. C'est le moyen le plus simple et le plus efficace pour nous aider à donner encore plus de visibilité à ces conversations autour du marché de l'art. Voilà. Et maintenant, place à notre nouvel invité, Guillaume Montagu. Bonjour Guillaume. Bonjour, Anna. Bonjour. Écoute Guillaume, je suis vraiment super content de t'avoir sur Rosso Antico. Tu sais que donc, nous, on invite des directeurs de galeries, des maisons de vente et dans la lignée de l'art tribal ou des arts premiers, on pourra aussi revenir sur l'appellation de ton domaine parce qu'à mon avis, Oula. il y a un énorme sujet là-dessus. Donc, je préfère les appeler arts premiers, arts tribaux selon Ouais. les souhaits de mes invités. On a eu quelques confrères qui sont passés au micro, mais je me suis dit, là, il faut qu'on parte en Espagne, il faut qu'on parle avec Guillaume parce que la galerie Montagu est devenue une belle référence dans l'écosystème, dans le milieu, et je voulais en savoir plus sur ton parcours, comment tu as développé la galerie, quels sont les enjeux de la galerie aujourd'hui, comment tu te différencies par rapport à la concurrence. Donc voilà, on va concocter tout ça bien pour nos auditeurs. Et la première question que je te pose pour justement ceux qui nous écoutent, c'est de te présenter. Bon, ben, alors je m'appelle Guillaume Montagu, directeur de la galerie Montagu depuis une vingtaine d'années. Nous sommes à Barcelone. Ma mère a été la pionnière en Espagne, il y a plus de 40 ans maintenant et développé le marché national. Elle a créé des grosses collections, en Espagne, un peu partout en Espagne, que ce soit à Barcelone, à Madrid, à Bilbao, Valence et moi, moi, je suis arrivé plus tard et j'ai développé plutôt le marché international. Voilà et donc aujourd'hui, on participe pratiquement à toutes les foires les plus importantes d'Europe. À l'époque, j'ai eu monté une galerie à New York aussi, hein, à tous mes débuts où, je me cherchais un peu. Je cherchais à voir un peu comment marchaient aussi un peu les États-Unis au niveau des arts premiers et voilà et ben aujourd'hui, on est à Barcelone, la galerie Mère est à Barcelone. Voilà, donc on est très content et puis on a plusieurs expositions, à la galerie. Écoute, et ben, c'est super. Et donc, je voulais te demander, hein, aujourd'hui, comment la Galerie Montagu se différencie, par rapport, à, l'écosystème large des arts, premiers, arts tribaux, qui est d'un côté très concurrentiel. Mais j'imagine que entre vos confrères, par rapport à ce que j'ai pu constater, au parcours des mondes, il y a une super ambiance ou du moins, il y a une belle entraide. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai j'ai mon groupe d'amis, de copains, dans le métier. On est régulièrement ensemble, on s'appelle pratiquement en fait, toutes les semaines. Après, me différencier des autres, c'est assez compliqué. En fait, j'ai mon œil, j'ai mon goût. Ma mère, m'a toujours dit: «Achète des objets, que tu aimes, que tu achèterais pour toi». Et voilà et en fait, c'est ce que je fais. Je ne sais qu'acheter les objets qui me plaisent et après, je les remets à la vente
des fois avec tristesse, mais voilà. Après bon, on travaille d'une manière, peut-être un peu plus dynamique avec les réseaux sociaux, on participe à des foires, on est un peu partout, en fait. Je fais mon chemin de la manière que je sais faire, avec mon cœur. Pour moi, mon métier est une passion. En fait, je crois que la clé, elle est là. Absolument et la clé, c'est la passion. C'est vrai qu'il faut tous qu'on se le dise tous quand on se réveille le matin, quand on se lève du lit et je dis: «Ah». Il m'est arrivé de me dire à mes débuts: «Allez, je vais acheter un objet parce que un client me demande». Ça marche jamais. En fait, il faut déjà trouver, découvrir, chercher, l'objet qui vous parle et après l'étudier, travailler autour et un jour le présenter à un client ou dans une foire et le vendre. Voilà. Eh oui, effectivement. Mais alors, il y a une double question que je vais te poser. La première, c'est, parmi, tous les différents courants, artistiques de ton domaine, quel est, ton préféré, vraiment celui sur lequel, au-delà de ton expertise, mais vraiment celui qui te fait vibrer le plus? Bah, moi, c'est les arts d'Afrinois, hein, parce que j'y ai vécu, parce qu'en fait, j'y ai grandi. Je suis pratiquement né. J'ai été entouré d'art africain toute ma jeunesse et c'est ce qui me fait vraiment vibrer, hein, après il est clair que j'aime les objets d'Océanie, j'aime la Polynésie, j'aime l'art précolombien. Je suis assez éclectique, j'aime de tout. J'ai l'Égypte à la maison, j'ai les tableaux du 20e, 21e, j'ai du 19e, j'ai de la haute époque, j'ai de l'art précolombien, enfin j'ai un peu de tout à la maison, mais comme professionnel, je suis quand même vraiment axé sur l'Afrique noire. En tout cas, la passion, on l'entend et on la sent et c'est tant mieux. Super. Écoute et l'autre moitié de ma question, c'était, est-ce que tu pourrais nous raconter, d 2 anecdotes, d'acquisition d'objets qui sont vraiment emblématiques pour toi? J'ai une petite anecdote, tiens, je vais te la raconter. En fait, c'est un objet que j'ai découvert en Allemagne, je pense il est aujour bah, mon fils a 8 ans, donc il y a 8 ans. Je l'ai découvert en Allemagne et je le présente au Parcours des Mondes et ma femme était sur le doigt d'accoucher dans les jours qui venaient et donc j'ai fait venir mon meilleur ami qui est marchand d'archéologie et j'ai fait venir, mon père et au cas si je devais repartir en vite de Paris, rentrer à Barcelone pour voir ma femme accoucher et en fait, l'objet, je l'ai exposé, je l'ai vendu trop vite. Je l'ai vendu tout de suite avant l'inauguration du Parcours des Mondes. Mais bon, c'est ce qui m'a permis d'être tranquille et en fait, le bébé a attendu mon retour de Paris pour naître et donc voilà, c'est un objet du Mali, objet très important qui est dans une grande collection, belge aujourd'hui et après une autre histoire comme ça un peu emblématique, je me rappelle, ouais, un objet à Paris que j'ai dû aller chercher, qui coûtait beaucoup d'argent. J'ai dû le payer petit à petit et quand j'ai fini de le payer, je suis allé le chercher à Paris. Je suis allé dans mon hôtel, j'ai mis l'objet sur la table de nuit et je l'ai regardé pendant des heures et je rêvais. J'étais, hypnotisé Hypnotisé. par cet objet et voilà. Ah oui, tu sais, ce type, de de sensation que tu as eu me ramène à une autre question qui est le rapport entre le collectionneur et l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, collectionner un objet, justement jusqu'à l'avoir, à tes côtés, sur la table de nuit et à en rêver toute la nuit une fois que tu l'as acquis? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Pour moi, c'est une addiction. OK, Pour moi, c'est une addiction. Pour moi, le collectionneur boulimique, qui a besoin de s'acheter l'objet pointu parce qu'il a un coup de plus sur la tête, on est tous voilà, moi je l'ai aussi, hein, je suis addict aussi aux achats et il nous en faut toujours plus et avoir l'objet, voilà et on n'en dort pas et on en rêve et on cherche partout et quand on le découvre, il faut l'acheter, voilà. Donc je crois que le collectionnisme est vraiment c'était une addiction, vraiment, ouais. intéressant, intéressant, mais tu sais, il y a Yves Bernard Deby qui m'a dit la même chose, qui m'a dit: «En fait, c'est une maladie». C'est une maladie, c'est ça, c'est tout à fait ça. OK et bah, je voulais te demander, aujourd'hui, collectionner donc des arts,
tribaux, qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans la mesure où, comment le marché, a-t-il évolué? Et surtout en termes de public, j'aimerais bien savoir, comment il se départage avec toi, avec, votre galerie? Hem, Quels sont justement, est-ce que tu retrouves, le collectionneur, bulimique, le collectionneur investisseur, ou autre, profil? Ah, je retrouve un peu de tout, hein, je veux dire, on a à peu près tous les profils que tu as nommés. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, le marché, est en train de vivre un cycle, un changement de cycle, d'accord? Donc il faut tenir bon parce qu'évidemment beaucoup de collectionneurs ont disparu, mais des nouveaux sont en train de se créer. Donc bah, les intéresser, il faut les suivre, il faut vraiment être à leur côté pour bien les conseiller et cetera. Après, mais il y a des nouveaux, il y a des jeunes, hein, qui sont en train de commencer et qui sont, bah, maladistes. Ils sont vraiment addicts à au tribal mania et puis après, bah, des investisseurs, après des gens qui sont très éclectiques, qui vont acheter que quelques objets, mais qui vont avoir l'archéologie, des tableaux, voilà, pour avoir un décor, qui leur plaise. Voilà, on a un peu de tout ça. Voilà, c'est donc voilà, on continue à faire je crois que la clé de notre métier, c'est le faire avec, voilà, passion, avoir des prix corrects et le faire sérieusement, quoi. Tout à fait, et c'est comme ça que tu bâtis finalement, j'imagine, une relation de confiance avec ta clientèle? Tout à fait, tout à fait. Bah, ça présenter des vrais objets. Aujourd'hui, tous les gens, un peu sur internet peuvent regarder les résultats, dans les ventes aux enchères, peuvent très même des fois voir ce qu'on a payé, hein, parce que nous avons acheté l'objet dans une vente aux enchères. Donc il faut être sérieux, il faut pas faire one shot, il faut pas se foutre de la gueule des gens et faire son métier correctement et sérieusement. Absolument, et je voulais savoir, pour la partie investissement, est-ce qu'aujourd'hui, ton domaine, c'est quelque chose qui, peut intéresser des investisseurs, sur des temps qui sont, courts, moyens, longs? Je te parle en cognition de cause vis-à-vis de l'archéologie où on est sur des temps assez longs, voire très longs pour, rentabiliser éventuellement un investissement. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a du court, du moyen, du long terme, hein, heu, quelqu'un qui cherche à faire une collection pour la revendre demain, c'est un peu absurde, je trouve. Mais bon, maintenant, investir dans un objet, acheter une collection, c'est l'investisseur. Si moi, par exemple, j'ai pas les moyens à ce moment-là économiques de pouvoir acheter cette collection qui sort aux États-Unis, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, à la vente. Bah, demander à peut-être un investisseur, à quelqu'un, ou à un confrère de qui a peut-être l'argent à ce moment-là d'acheter la collection et après de la revendre. Donc finalement, ça serait du court terme. Bon, voilà. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, investir dans l'africain sur des beaux objets, des objets importants, c'est un très bon investissement. Il suffit de voir les records, cette année, des ventes aux enchères, que ce soit la collection Brébulaire, un très beau reliquaire Cota qui s'est vendu, récemment chez Christie's. Donc bon, il faut sur les beaux objets, il y a vraiment aucun problème à se faire. Tout à fait, et aujourd'hui, c'est quoi les objets qui ont vraiment le plus la cote? Il y a des modes, hein, aujourd'hui, une année c'est les quotas, l'autre année ça va être le Mali, mais bon, je veux dire la cote, c'est des objets vraiment anciens, de belles factures, de belle qualité, avec voilà, les objets importants sont toujours à la mode. Tout à fait, et une autre question que j'avais, c'était vis-à-vis des publics, de collectionneurs, un aspect que je ne t'avais pas mentionné, c'était, celui vis-à-vis de l'art, contemporain, ceux qui achètent plus de l'art contemporain. Est-ce que l'art tribal pour toi, il est un peu plus, finalement, prône à communiquer avec l'art contemporain et donc les collectionneurs plutôt que l'art ancien, donc des antiquités archéologiques qui est resté peut-être un peu plus, à la traîne, dans certains cas. Comment ça se passe avec ton secteur? Tu parles de l'art contemporain africain ou de l'art contemporain en général? En général, et on peut aussi parler de l'art contemporain africain s'il y a des jolis cas d'études. Bah, moi, je pense que alors je pense, hein, au niveau de l'art contemporain africain que c'est en train de vraiment faire bouger une élite africaine, d'accord?
et qui vont peut-être aussi se rabattre sur les objets de leur passé, hein. Donc ça, c'est intéressant pour nous, d'accord? Et après sur l'art contemporain en général, bon, je pense pas je pense si, je il y a des collectionneurs d'art contemporain, bien sûr, mais j'en connais quelques-uns qui mélangent avec l'art africain. Donc voilà, et ça marche très bien. Enfin, je pense que même l'art africain marche avec tout. C'est vraiment un art universel qui marche vraiment avec, tout type, d'art et ou de culture. Absolument. Et donc toi aussi, est-ce que tu te positionnes un peu comme conseiller quand il y a un collectionneur qui arrive, dans ta galerie, un client multirécidiviste, qui peut arriver, j'imagine. Est-ce que toi, tu lui conseilles justement: «Tiens, cet objet-là pourrait aller bien avec, ta collection»? Alors à la demande, si le la personne, me demande que je le conseille, que je le suive, que je m'occupe de sa collection, je le fais bien sûr. D'accord, super. Et je voulais savoir, au niveau, des foires, aujourd'hui, c'est une question qui traite plus généralement, du quotidien d'une galerie d'art et donc de toutes les possibilités, disons d'acquisition de nouvelles clientèles, et donc de vente, possibilités de vente. Aujourd'hui, les foires, pour toi, représentent, l'aspect principal pour vendre, pour trouver de nouveaux publics, ou ça reste, un mix vis-à-vis d'autres canaux d'acquisition? Pour moi, étant à Barcelone, c'est quand même la base, hein, c'est quand même ouais, il est vrai que c'est là, on rencontre beaucoup de gens, où on se réunit avec, plusieurs confrères. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que nous, étant à Barcelone, c'est quand même nous, à Barcelone, on a une petite clientèle à Barcelone, dans l'africain, dans les tableaux du 20e et 21e qu'on fait aussi de temps en temps. Mais il est vrai que où on voit notre clientèle principalement, c'est dans les foires. Même j'ai des clients catalans que je ne vois pas ici à la galerie, que je vois à Brafa. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et tu sais, je me souviens d'une interview, d'une galeriste, je pense que c'était Hélène Bailly, il y a 10 ans, qui disait, «Notre galerie, il faut qu'on soit dans toutes les foires, du monde», bien sûr, si on en a les moyens, TEFAF, Maastricht, New York, BRAFA, Cannes, Amsterdam, Biennale Paris, Frieze Masters. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, la participation aux foires est devenue vraiment, centrale pour la visibilité des galeries, ou comme le disait ton confrère, Julien Flack, finalement le digital permet aussi, de, éponger un peu tout ça et de recentrer, l'activité, et vis-à-vis aussi des forts investissements que nécessite la participation aux foires? Parce que, disons-le, ça coûte très cher, j'imagine. Oui, bon, il est vrai qu'aujourd'hui, le digital aide aussi énormément sur les réseaux sociaux et cetera. Mais bon, il faut pas oublier qu'on vend des objets qui sont voilà, en photo, c'est joli, mais c'est des objets qu'il faut voir, qu'il faut toucher, qu'il faut tourner autour. Donc c'est quand même un art qui est c'est pas un tableau. Un tableau, on peut voir une photo et on voit ce que c'est. Un objet de l'art africain, il y a des matières, il y a des patines, il y a des formes, donc il faut être autour, il faut le toucher, il faut le prendre entre les mains. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de réunir une grande concentration une grande, oui, concentration de collectionneurs pendant une foire, en Belgique ou en France. OK. Et très bien. Et je voulais te demander, c'est quoi les plus grands enjeux pour, des galeries d'art, en général, voire aussi, particulièrement dans ton domaine? Bah, je crois que c'est fidéliser une clientèle, hein, créer, des belles collections, évidemment trouver les objets, ce qui est le plus difficile, à un prix correct, où on puisse avoir une petite marge et vivre. Et ce qui est passionnant, en fait, c'est ça, c'est un peu la chasse à l'objet. Mais voilà, non, pour moi, l'enjeu, c'est voilà, c'est créer vraiment des collections et aussi savoir où sont ces collections-là. Pouvoir aller les voir de temps en temps et voilà, on est fiers. Absolument. Et quand tu dis que c'est de plus en plus difficile de trouver, des objets, surtout j'imagine des objets de qualité, pourquoi? C'est parce que le stock se rétrécit? Il y a, la question de la réglementation européenne, j'imagine qui joue un rôle,
là-dessus, les provenances, tu pourrais un peu nous en dire un peu plus? Non, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le digital, hein. Aujourd'hui, tout le monde a accès à tout, donc tout le monde peut acheter des objets sur internet, dans les ventes aux enchères, online. Donc c'est devenu, il y a beaucoup plus de gens, hein, et donc ça devient de plus en plus difficile. Et après, bon, il est vrai que les grosses collections sont, c'est plutôt, bah, les grosses maisons de vente anglo-saxonnes qui les récupèrent et qui font des super ventes. Donc et après notre goût aussi, moi comme marchand, mon goût change. Et il est vrai que pour m'étonner sur un objet, voilà, c'est difficile. Donc j'ai eu des choses tellement importantes entre mes mains et des objets tellement fabuleux qu'aujourd'hui, trouver un objet qui me parle, qui me fait, qui voilà, ça devient de plus en plus difficile. Absolument et je vais te demander par rapport, justement aux maisons de vente, notamment les maisons de vente anglaises. Hem, je vois qu'elles développent de plus en plus la partie, private sales. Donc en fait, cherchent un peu à marcher sur vos plates-bandes. Heu, Est-ce que c'est pour toi quelque chose, de finalement positif pour le marché? Parce que ça nécessite donc de ça nécessite de créer une sorte d'esprit d'innovation pour se différencier, toujours faire, être mieux et différent par rapport aux maisons de vente, mais j'imagine que c'est aussi une menace d'un certain côté. Pourquoi elles se sont lancées là-dessus et comment on peut contrer, et rendre ça plus, une opportunité qu'un risque? Bon, je pense que finalement, je pense que toute la concurrence, la bonne concurrence est utile. Je veux dire, ce qu'il faut pas, c'est que en private ou dans galerie se vendent des objets médiocres, des objets faux, des objets à des prix, stupides. Si les objets sont authentiques, si les objets sont de qualité, et si ça permet de créer des collections et de favori et à des aussi, ils ont des clients que nous n'avons pas. Donc et un jour peut-être les voir sur une foire ou les voir sur un salon. Donc pour moi, il y a aucun problème à partir du moment où les objets sont de qualité et c'est fait sérieusement. Tout à fait et j'imagine aussi que ça éduque un marché, les ventes publiques, ça permet d'avoir une visibilité. Mais tout à fait, tout à fait. Pourquoi le parcours des mondes marche? Parce que, on est beaucoup de galeristes, heu, plus sérieuses les unes que les autres, mais et nous f voilà, avec des objets importants, des objets de qualité, et ça fait venir beaucoup de gens, de collectionneurs. Et l'union fait la force, hein. Je pense que si les choses sont faites sérieusement, pour moi, ça me dérange pas. Voilà. Tout à fait. Alors, une chose, un mot que tu dis qui pour moi est très important, faire les choses sérieusement. Tu mentionnais, la question aussi des faux. Est-ce que c'est quelque chose qui est présente, dans votre, domaine? Et si oui, comment l'œil d'un expert, peut chercher à contrer cela? C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas trop traité avec tes autres confrères, mais j'aimerais juste avoir ton retour d'expérience parce que moi, dans l'archéologie, je voyais beaucoup d'objets. Je t'avoue que on partait du principe: «OK», un peu comme si j'étais un juge d'instruction, «Cet objet, attention, c'est un faux, il faut que je démontre que c'est un vrai». Est-ce que c'est quelque chose qui marche aussi pour toi? C'est un peu différent. Bon, moi, heureusement, j'ai été dans l'école des faux. Il est vrai que à l'époque, il y en avait moins, d'accord? Mais j'ai été dans l'école des faux, des grands faux, et j'ai énormément appris à des confrères, hein, des grands experts, comme Christine Valuet, comme, Bernard Dulong qui m'ont appris à l'époque, qui m'ont dit: «Fais attention là, fais attention là, fais attention dans tel style d'objet parce qu'il y a des faussaires qui sont en train de faire des faux très pointus». J'ai appris comme ça, hein, en achetant aussi des objets qui étaient faux, hein, Ah que oui. je garde, hein, que je regarde de temps en temps. Je l'appelle l'armoire des faux, hein. Aïe, 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 OK, intéressant. Ah, mais c'est comme ça qu'on apprend, hein, sur le terrain, hein. Et bon, bah, il faut faire attention, il y a des grands faux, hein, et faut faire attention. Mais bon, moi, on arrive à les voir aujourd'hui quand on a les marchands d'aujourd'hui, on arrive à les voir. Ça, c'est faux. Tout à fait et est-ce qu'il y a aussi, j'imagine, des analyses scientifiques qu'on peut faire, sur certaines pièces? Alors en plus, on a des analyses qui nous aident comme dans l'archéologie, les carbone 14, les thermoluminescences quand c'est de la terre cuite, qui nous aident bien sûr, tout à fait. Mais bon, c'est les carbones, ça peut être fait dans un vieux bois, donc c'est pas toujours, voilà. Et la thermo, si c'est passé sous un X-ray,
l'objet peut être authentique et la thermodone pas bonne, mais l'objet est bon. Enfin, faire attention à tout ça. C'est pas à 100% fiable. Voilà. Tout à fait. Ce qui me fait penser que c'est un domaine, le vôtre, tellement changeant, il y a en fait, il y a énormément de challenges dans le jeu, mais ce qui rend pour moi le jeu extrêmement excitant, finalement. Ouais, C'est c'est bien sûr, c'est tout le principe, bien sûr. OK. Et je vais te demander, Guillaume aussi, la partie au niveau des provenances. Aujourd'hui, quand tu as un client qui te demande: «Ah, cet objet», est-ce que la première question, elle est vraiment comme pour l'archéologie, on te demande on arrive sur le stand et ils te disent: «C'est quoi la provenance de cet objet?» Sans même faut parfois se présenter, serrer la main. Bah, souvent, c'est des personnes qui sont pas sûres d'elles ou qui ont besoin d'être rassurées. Mais bon, il faut faire attention aussi au niveau des fausses provenances, hein, parce qu'il y a des objets à fausse provenance. Donc, voilà, écoute, c'est toujours sympa d'avoir un bel historique d'un objet qui a appartenu à Paul Guillaume ou qui a appartenu à un tel ou un tel. C'est vrai que c'est super, mais, l'objet est ce qu'il est et ce qu'il faut regarder, c'est l'objet. Maintenant, s'il y a l'historique, c'est toujours un plus. Après, bon, les gens qui n'achètent qu'avec provenance, c'est parce que peut-être ils sont pas sûrs d'eux. Voilà. Je comprends. Et la manière, dont toi et ton secteur, tes confrères, vous gérez la réglementation européenne, au niveau surtout donc des exportations, importations, en dehors du territoire européen, comment ça se passe? Comment ça va impacter, votre activité? Bah, nous, en Espagne, on a une législation, aussi. On doit demander des importations, des exportations. Bon, moi, au jour d'aujourd'hui, ça va, ça se passe bien. C'est vrai que c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de boulot. Mais bon, pour l'instant, ça nous, voilà, ça c'est un travail de plus à faire, c'est, dans le jour de la galerie, bon, pour l'instant, j'ai moi, au niveau en étant à Barcelone, en Espagne, j'ai pas trop de problème là-dessus. OK, d'accord, super. D'ailleurs, même, c'est Lucas Raton qui m'avait dit, que, il y a la base de données Arcade, il y a beaucoup de bases de données qui sont aussi partagées entre vous, qui permettent de voir finalement, souvent de remonter à des provenances, à des objets, donc c'est plutôt «safe» entre guillemets. Oui, tout à fait. Moi, j'utilise une autre base de données, mais après, bon, avoir des provenances en 1970, avant la loi UNESCO, tout ça, oui. Et puis bon, aujourd'hui, un peu la chasse à la sorcière, c'est plutôt pour l'archéologie classique que pour les arts. Voilà. Tu dois bien connaître. Donc, voilà, alors il est vrai qu'en Espagne, il y a de la chasse aussi sur l'archéologie, mais bon, nous, sur l'art africain, malheureusement, bon, on n'est pas heureusement, je veux dire, on n'est pas c'est pas on parle pas de la même chose. OK. Et peut-être, juste un commentaire pour savoir, ce que toi tu en penses du sujet des restitutions. Écoute, moi, je connais bien l'Afrique, j'ai vécu, pratiquement toute ma vie. Moi, je trouve que c'est très bien à partir du moment où il y a des musées où ils fassent très attention à leur art. C'est tout. Je veux dire, moi, je trouve ça très bien, mais attention, je veux dire, c'est de l'art universel, ça appartient à tout le monde, donc faites-y attention, et protégez-le comme il faut et pas, le casser ou le détruire ou le cramer dès qu'il y a un problème politique dans votre pays ou le voler. Le voler malheureusement. Guillaume, je pense qu'on arrive vers, la fin de notre, entretien. Je voulais savoir, est-ce que tu aurais, 1 ou 2 lectures, à conseiller à nos auditeurs pour qu'ils, plongent dans l'art tribal ou pour qu'ils, ou peut-être des lectures qui n'ont rien à faire avec, rien à voir avec ton domaine, mais qui pourraient les intéresser? Alors aujourd'hui, alors on parlait un peu des arts premiers aussi, bon, mais comment cette évolution, non? Et c'est pour ça que je te disais, ça va jamais disparaître parce que, on a des musées aujourd'hui fabuleux et on a énormément de livres, de bouquins. Il y a énormément d'écrits, et c'est assez passionnant. Moi, j'ai une bibliothèque extraordinaire, je suis tout le temps en train de chercher des choses. Non, moi, un des premiers livres que ma mère m'a acheté et m'a dédicacé, c'est Masno de Kershach, qui est quand même une grande référence où, il y a la collection Kershach où il y a des objets assez fabuleux. Je le conseille, c'est un gros pavé, mais les photos
sont sympas. Il y a vraiment les icônes de l'art africain. Voilà et puis après il y a énormément de bouquins, hein. Moi j'aime bien l'autre époque, au Mali, donc le Mali archaïque, donc sur la cosmologie Dogon, il y a des vraiment sur le Mali, il y a des bouquins vraiment, vraiment assez fabuleux et à lire et à relire. Voilà. Excellent. Et si tu avais un mot à passer au Guillaume d'il y a, disons 20 ans, ou plus quand tu as commencé dans ce domaine, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant, au vu de ton expérience? Est-ce que Guillaume, du passé, devrait, agir différemment ou bien tu dis: «Tiens, c'est la voie, parfaite», enfin, tu es Guillaume, tu es très content? Oh là, le Guillaume d'il y a 20 ans, il apprenait, il était un peu plus, bagarreur, il cherchait, il voulait tout savoir. Non, c'est difficile, mais non, moi, je crois que j'ai fait mon chemin. Je suis en train de continuer à le faire, avec passion et j'étais peut-être un peu trop passionné au début. Voilà. J'embêtais tout le monde. OK. Intéressant, intéressant. OK. Un tout petit, dernier mot pour la fin. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas traité, que toi tu aimerais approfondir, ou discuter un peu plus? Ben, il est vrai, je voulais, peut-être ouais, c'est peut-être intéressant. Il est vrai que là, en ce moment, on a un petit arrêt du marché. Je sais que la dernière foire à Paris, c'est bon, le parcours des monts s'est pas super bien passé pour tout le monde, hein. Je sais que ouais, ça a été assez, un parcours des mondes assez bizarre. Bon, nous, on a bien travaillé, mais c'est qu'en général, ça n'a pas été facile. Bon, je pense que ces 2 guerres n'aident pas, hein. N'aide pas, les gens ont un peu peur et donc voilà, on va faire les choses correctement. OK, super. Eh bien, Guillaume, je te remercie infiniment pour ton temps. C'était un vrai plaisir, de t'avoir, au micro. Bah, merci à toi Vanna et si, tu viens à Barcelone, n'hésite pas à venir nous voir. Ah écoute, je l'espère. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et à toute, ton équipe. À très bientôt. Au revoir Vanna. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.